Nous sommes le 2 avril 2020, voici notre 252e épisode des Technos. Comme on le rappelle chaque semaine, ces épisodes sont le fruit de la veille technologique hebdomadaire de nos chroniqueurs, de quoi se changer quelque peu les idées. Aujourd'hui, ils vous parlent d'un botnet malveillant qui vise les serveurs SQL, de l'open data et de l'open source au service de la science, de la confidentialité des données qu'Apple renforce dans Safari, de vidéoconférences, de Minecraft, de vie privée ou encore de l'anniversaire d'un casse-tête. N'hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Merci de nous accueillir. Très bonne écoute. C'est un nouvel épisode que nous vous proposons en confinement, mais on a toujours été un peu en confinement chez les technos, vous le savez, puisque chacun de nos chroniqueurs partage leur veille depuis chez eux. C'est le cas des deux Sébastien, ça va encore être facile pour moi cette semaine, Sébastien B, Sébastien S, Sébastien, on va dire... j'allais dire barbu, mais ils le sont tous les deux. C'est embêtant. Sébastien au fond noir et Sébastien au fond blanc. Voilà. Maintenant... À l'époque, il y en avait un qui avait moins de cheveux que moi. Maintenant, je pense que j'ai perdu. Hein. Oui, c'est vrai. Et ça s'améliore pas avec le temps qui passe, là. Non, merci de le rappeler. C'est sympa. Les Sébastiens sont toujours très sympas, j'ai remarqué ça. Je voulais dire un petit bonjour et un petit salut et un petit remerciement également à ceux qui ont commenté l'épisode précédent. Entre autres, Harlock Saga qui propose une initiative de maker pour l'impression 3D pour faire des protections pour les aides-soignants et les aides-soignantes. Vous irez regarder dans les commentaires sur YouTube, il a laissé le lien vers le groupe Facebook qui en parle. Merci également à Xfer, à Jonathan Esteves, à Alimoun, à 626, Gumdrop 4017, Arco, le petit photographe, et Vianney Madeline, qui lui proposait un lien vers des livres en domaine public. C'est en commentaire de notre épisode 250 sur YouTube. Vous irez jeter un petit coup d'œil. Des bouquins, des trucs à lire, c'est peut-être un truc peut-être utile en cette période de confinement. On est un petit peu obligé de chercher des trucs à faire, si vous avez des enfants par exemple, ou si vous-même vous êtes inoccupé. Comment ça se passe bien, mes petits camarades? Sébastien Front Noir, pour commencer peut-être. Écoute, chargé, je trouve. Je n'ai pas l'impression d'être fort confiné. Enfin, si, j'ai l'impression d'être fort confiné, mais fort occupé, donc chargé. Okay, c'est assez étonnant. Voilà, mais sinon, c'est positif. On récupère un peu de retard. La question qu'on pourrait se poser, on avait parlé télétravail il n'y a pas tellement longtemps dans un hors-série fort apprécié par ailleurs, c'est de savoir si le télétravail finalement ne donnait pas plus de travail, si certains process à mettre en place, en tout cas au début, hein, quand on doit télétravailler sur le long terme, est-ce que ça ne demande pas plus d'énergie quelque part? Sébastien Fontblanc peut-être peut répondre à cette question. Il y a un peu d'organisation à mettre en place au début, et notamment de l'organisation de temps pour moi, ce qui était de respecter des horaires, etc. On se retrouve encore à 10 ou 11 heures du soir à répondre à des mails et des choses comme ça. Depuis lors, ça s'est passé, mais moi, c'est un surcroît d'activité à cause du confinement qui fait qu'il faut mettre des tas d'autres choses en place. Bien sûr. Plus finalement, vivement qu'on retourne au bureau. D'accord aussi de dire que la situation, si pour certains, ça leur coupe un peu les pattes parce qu'ils n'ont plus de boulot pour l'instant. Hein. Je pense à la restauration, par exemple, à l'hôtellerie ou autre. Pour d'autres, c'est un surcroît de travail parce qu'il faut changer son organisation de manière générale. Et donc voilà. Bonne chance à tous, en tout cas, courage. Nous, on continue. Hein. Quoi qu'il arrive, on a décidé avec les technos de continuer à vous informer avec ce qu'on trouve. Parce qu'effectivement, l'actualité, vous vous en doutez, est un petit peu saturée par tout ce qui se passe. Mais il y a des choses à dire quand même, parce que la vie, malgré tout, technologique, continue. Et nos deux Sébastiens ont trouvé de quoi faire. Je ne sais pas si l'un ou l'autre voulait rajouter un truc avant de passer à l'abécédaire. Sébastien, non, allons-y. La lettre A comme Airbnb, Airbnb qui débloque 250 millions pour les autres. C'est Sébastien Sébastien Fond Noir qui en parle. Pour ceux qui nous écoutent pas, je ne sais pas trop, c'est le fond noir. Regardez, c'est celui qui est à gauche, tu vois, comme ça, celui qui ne voit pas, celui qui est à gauche. Voilà, c'est ça. C'est les aides plus, tu vois. Oui. Et donc, Airbnb, ils ont fait un truc qui était un peu, non conventionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu une petite crise ici, hein, ceux qui sont pas au courant, confinement, donc la plupart des gens, les vacances, c'est pas gagné pour le moment, hein. Et donc ils se sont dit, nous on va participer au truc, et donc tous ceux qui veulent
annuler leur réservation entre le 14 mars et le 31 mai, ils annulent gratuitement, tout ça, c'est génial. Donc évidemment, tant que client, tout le monde, c'est génial, j'annule, ça me coûte rien, je suis à 100% remboursé. Oui, sauf que malheureusement, l'économie, ça va des deux côtés. Il y a ceux qui voulaient partir, mais il y a ceux qui devaient louer. Et donc eux se retrouvaient en un coup avec un Airbnb qui disait à tous les clients Airbnb, vous pouvez annuler, on s'en fout. Donc oui, effectivement, ils sont tous retrouvés sans un franc sur leur petit compte en banque, donc c'est un petit peu râlé. Et donc Airbnb a dit oui, ok, bon, peut-être que finalement on a été, on a privilégié la santé, ok, c'est très bien, c'est super. Ça aurait peut-être été bien d'en discuter un petit peu avec tous vos usagers, Et du coup, pour s'excuser, ils sortent 250 millions. Oh, voilà, c'est quand même sympa qu'ils savent sortir aussi 250 millions. Et ils vont rembourser à ceux qui louaient leurs biens 25% de ce qui leur était dû. Donc voilà, ils vont mettre quand même un peu la main à la poche. 25%, ça ne permettra certainement pas à payer tout ce qui est crédit hypothécaire et compagnie, mais c'est toujours mieux que 0%. Donc, oui, enfin, ceci étant dit, c'est vrai que on a déjà parlé de ça, Airbnb, il y a aussi eu des dérives du côté des hôtes qui ont carrément construit ce qu'on pourrait qualifier d'hôtel quelque part pour les placer sur Airbnb. Ceux-là se retrouvent un petit peu coincés. Je pense que monsieur et madame tout le monde qui louait la chambre du jeune qui est parti étudier à l'étranger auront moins de difficultés à rebondir et voilà, c'est juste un petit banc à gagner de leur côté. L'un n'est pas l'autre, c'est ça que je veux dire dans ce schéma qui est Airbnb. Je sais pas si oui et non. Ça dépend pourquoi c'est utilisé. Alors tu fais ces deux classes d'utilisateurs. Je suis parti à l'époque aux États-Unis, je parle de ça à 4-5 ans, c'était mon premier Airbnb. Et plutôt que donc c'était pour ceux qui connaissent pas le principe, en Belgique c'était une mission princière. Donc ils embarquent toute une série d'entreprises. Et ils vont visiter des entreprises à l'étranger pour dire voilà ce que nous on fait en Belgique et on essaye de nouer des relations. Et donc petite boîte qu'on était, on n'avait pas un bal en poche et toute même si c'est payé à 50% par l'État, la région wallonne, on s'est dit ok, nous on va quand même radiner un peu, on va pas aller dans les Hilton et tout le bazar comme tout le monde parce que ça sert à rien. On va se trouver des Airbnb et on va aller passer le temps avec la population sur place, ce qui était très très drôle d'ailleurs, soit dit en passant. Et en fait, on s'est retrouvé avec des gens qui sur place louaient leurs biens et qui nous demandaient pour continuer à dormir dedans, parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient au chômage ou des gens qui avaient pas de job ou qui les avaient perdus pour telle raison. Il y en a quand même un paquet aux États-Unis. C'est une vraie source de revenus, c'est ça que je veux dire. Et qui louaient son appart pour pouvoir réussir à manger. Ouais. Donc ça nous a valu des soirées mémorables avec cette dame qui faisait des nouveaux invités tous les 2-3 jours parce que elle en avait absolument besoin. Donc c'est pas juste des professionnels, il y a aussi réellement des gens qui grâce à ça réussissent à survivre. Oui, il y a toutes sortes de gens différents en fait qui mettent leurs biens en location et pour différentes raisons. Je voulais pas stigmatiser l'un ou l'autre, c'était juste l'échelle entre on va dire le superflu et l'indispensable. En gros, voilà. C'est un peu ça l'idée aussi. Depuis, le prince est devenu roi, Sébastien. Oui, c'était sa dernière mission. C'était sa dernière mission en tant que prince. C'était une mission réussie, donc tu peux. Oui, enfin, ça dépend où on se place. La dame en question va bien. La dame en question. Écoute, je pense qu'elle va toujours bien, oui. Et on peut passer à la suite, du coup. Comme ça, c'est fait, on a emballé tout le bazar. La lettre B comme bug. Un bug qui touche des millions de routeurs, en tout cas qui risque de toucher des millions de routeurs, Sébastien. Oui, OpenWRT, c'est un système d'exploitation en open source pour mettre sur les routeurs, vous savez, les boîtes que vous avez à la maison, que vous connectez à l'arrivée réseau et qui redistribue le réseau en Wi-Fi dans le reste de la maison. C'est en open source, c'est super populaire. En général, c'est plutôt un public de geeks ou en tout cas de passionnés avertis qui installent de l'OpenWRT. Personnellement, je l'ai jamais fait, je me contente des box fournisseurs telles qu'elles sont, mais c'est un truc qui me tente depuis plusieurs années. Et donc, chaque fois que je vois passer des news OpenWRT, je regarde. Et là, le bug, il est ridicule. Enfin, je veux dire, de simplicité. Comme tous les systèmes de type firmware, ils ont un système de mise à jour plus ou moins automatique, où le système peut télécharger un nouveau package,
à partir des serveurs d'OpenWRT, un package signé évidemment. Et il se trouve que la procédure de download va sur un site HTTP et pas HTTPS, donc la boîte ne peut pas vérifier l'authenticité du serveur sur lequel elle se connecte, et il y a moyen de bypasser le mécanisme de vérification de signature extrêmement simplement. Alors, est-ce que ça vous met à risque ou pas? Pas vraiment, à part peut-être dans certains cas, parce qu'il faut être sur votre réseau. Pour pouvoir faire une attaque man in the middle assez facilement, il faut être déjà connecté à votre Wi-Fi ou à votre box, ou alors ça devient vraiment très compliqué, il faut dérouter le DNS, etc., ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais si vous avez des réseaux où n'importe qui peut se connecter, alors à la maison en général, c'est pas le cas. Si ça l'est, vous avez d'autres problèmes que les bugs OpenWRT à régler de toute façon. Mais on peut imaginer des collectivités, des hôtels ou des trucs comme ça. Là, c'est assez facile d'aller se mettre au milieu, de prétendre être le serveur d'update et de distribuer un update qui a l'air tout bon, sauf qu'il n'est pas bon, et il y a le payload que vous voulez, donc il y a la partie binaire que vous voulez, et dans l'article que vous trouverez dans les notes du podcast, il y a un exemple très pratique en 10 lignes de commande shell. Oui. On remplace un payload légitime par un payload qui dit bonjour, c'est moi. Voilà, c'est un peu effrayant, et c'est tellement con, quoi. Enfin, HTTPS, c'est maintenant le standard pour tout le monde. Bah oui, oui. Donc je suppose que ça sera facile à régler aussi. Je m'inquiète pas trop pour le futur d'OpenWRT. Mais du coup, ça nous permet de rappeler un truc. Quand on se connecte à un Wi-Fi sur un réseau, effectivement, dans l'hôtellerie, par exemple, etc., de savoir où on se connecte, c'est pas toujours évident. De bien comprendre, au niveau sécurité, ça pose des questions, non ? Il y a quelques années, je m'intéressais un peu à ça et j'avais un peu de temps libre et je voyageais beaucoup déjà, donc je passais mes soirées dans des chambres d'hôtel à spoofer des réseaux publics Wi-Fi, donc le réseau de l'hôtel. Spoofer, ça veut dire quoi? Je m'annonce moi comme étant le routeur, c'est assez facile à faire, et du coup, toutes les machines qui sont connectées sur ce réseau m'envoient leur trafic et je route leur trafic, donc je vois leur trafic. Alors la plupart du temps, le trafic, bon, il est chiffré, mais je peux aussi prétendre être un serveur HTTPS. Alors évidemment, l'utilisateur va le voir, il va voir un petit truc qui dit attention, n'êtes pas. La plupart des gens ils disent oui, et à partir de ce moment-là, je suis un man in the middle, je décrypte le trafic HTTPS et je le renvoie au serveur légitime, et donc je vois passer du trafic Facebook et des choses comme ça. C'est extrêmement simple à faire. Je suis pas un hacker, je me connais un peu en sécurité, en réseau, mais vous trouvez des tutos sur internet, il faut un tout petit peu de matériel, il faut 2 cartes Wi-Fi, etc. C'est très facile à faire. Méfiez-vous des Wi-Fi publics. Depuis que j'ai fait cette expérience, VPN, à chaque fois qu'on est sur un réseau public. Il y a des gens, quand ils vont dans les hôtels, ils tapent dans le minibar. Lui, il tape dans les datas. Je voyais la mine de l'autre Sébastien dire « Ah, c'est comme ça. » Je commençais en me disant « Allez, le début, c'est un 2e numéro qu'on fait ensemble. Je l'aime bien, tu vois, mon Sébastien. Il parle de libre. » Tu vois, et puis après, il commence à me dire qu'il se pouffe dans les chambres d'hôtel. Là, mais franchement... C'était une expérience éducative, et je me suis essentiellement spoofé moi-même avec mon téléphone qui était sur le réseau aussi pour voir quel était le trafic. Parce que, pour être honnête, on se reçoit un paquet de trafic, hein, sans faire de jeu de mots sur le paquet, mais et donc filtrer ça prendra un temps fou pour en faire quelque chose d'utile. Donc là, je cherchais des choses spécifiques que je savais, donc j'envoyais du trafic avec mon téléphone pour voir, tiens, qu'est-ce que je pourrais attraper de mon téléphone. Et j'ai vu mon... C'est ton alibi, en fait. Ce que tu faisais, oui, c'est de l'éducation, c'est de la formation continue, c'est des choses comme ça. Juste pour vous dire, et je répète, VPN. Oui, c'est bien de le rappeler. Si je peux un tout petit touchard, parce qu'on a vanté OpenWRT, c'est génial, hein, je l'ai essayé une fois, hein, c'est cool, ça promet plein de choses. Faire attention à ce qui est supporté sur le device que vous allez flasher aussi, parce que voilà, c'est pas non plus le truc le plus simple à toujours installer ou à faire fonctionner parfaitement après. Pour avoir essayé, voilà, le truc, j'y tenais pas vraiment à ce routeur, mais il marche plus beaucoup après. Hein. C'était pas une grande réussite, et pourtant, honnêtement, je m'en sors bien. Donc, vérifiez que vous n'êtes pas le premier, que c'est pas un modèle qui est pas trop utilisé. Donc, tu vois, c'est pas si facile. Oui, c'est ça. Ce genre d'expérience, ça peut avoir un coût à un moment donné. Vaut mieux le faire sur le précédent routeur, tu vois, celui qu'on n'utilise plus. mais voilà, en même temps, ça peut être intéressant aussi. C'est de la formation aussi quelque part, Sébastien. Voilà. Et on disait, j'ai quand même un point où Sébastien disait, ok, c'est pas très grave, il faut qu'on soit sur le réseau, et c'est pas si évident d'aller
d'aller arriver à flasher votre OpenWRT. Ça dépend du pays dans lequel on est, parce qu'effectivement, si on est dans un pays qui n'a pas spécialement envie d'une démocratie à plein pot, je ne vise personne, d'avoir un accès à ton trafic interne, bah, ça peut avoir un certain intérêt. S'ils ont accès à ton routeur, ils auront accès à tout ce que tu fais, y compris entre deux machines auxquelles ils ne devraient pas avoir accès normalement. Donc, bon, voilà, pas une top nouvelle quand même là-dessus. Non, c'est clair, un opérateur ou un gouvernement pourrait utiliser cette faille pour injecter du code malicieux dans les routeurs des gens de... Ou simplement écouter, déjà, c'est écouter. Ok, bon, ben voilà, c'est quand même important de le signaler. J'ai rien à rajouter. C'est pour ça que je passe à la suite. J'essaye toujours de trouver une petite chute, mais là, j'en avais pas. Donc, on parlait de contagion, c'est un petit peu d'actualité. L'open data et l'open source au service de la science, ça, c'est de nouveau Sébastien, forcément, hein, puisqu'on avait compris, ce sont deux Sébastien qui en parlent ici. Il y a plein de choses, il y a plein d'initiatives qui ressortent là pour l'instant. Je voulais pas parler du virus et la contamination et machin, etc. Et puis je suis tombé sur ce site web-là cette semaine. Je me suis dit, ça, c'est quand même plus techno que médical et ça vaut la peine d'en parler. Et en plus, ça m'a appris quelque chose. Donc, c'est un site web de open data et d'open source qui collecte des données sur le fameux virus du moment et qui se base sur des travaux de laboratoire pour analyser les mutations génétiques dans le dit virus. Et ils collectent ces données et puis ils construisent des outils de visualisation. Et notamment l'outil qui m'a scotché, et je me suis dit « waouh », c'est un outil qui trace les différentes souches de virus, parce qu'il n'y a pas un virus, mais sur ce site web-là, ils en ont déjà 4 ou 5 avec des petites mutations génétiques que je comprends pas parce que je suis pas généticien, mais enfin il y a le A machin chose qui a changé et ceci qui a changé, etc. Et il croise ces données avec des données géographiques et temporelles de savoir où cette souche a été détectée et quand. Et à partir de là, il crée des cartes d'évolution du graphique, d'évolution de la maladie et de la pandémie, qui commence en Chine, évidemment, avec le virus qui a une certaine couleur. Tous les points toutes les couleurs sur leurs points représentent une souche ou un virus différent. Dès qu'il a muté, il a une autre couleur. Et on voit comment le virus voyage de là à là, puis à tel endroit, il mute, et c'est une autre couleur qui commence à se répandre, et qui se répandre après, etc. C'est extrêmement intéressant à voir. Ils ont plein de datasets, ils n'ont pas que sur le virus qui nous occupe pour le moment. Il y a dans les données historiques, il y a de l'Ebola, il y a de la dengue, il y a du Missol, je crois que c'est la rougeole, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais je suis certain qu'un auditeur me corrigera. Il y a le corona, évidemment. Il y a la grippe saisonnière également. Donc, allez sur ce site web-là, nextstrain.org, le lien est sur les notes du podcast, un outil de visualisation des transformations génétiques et répartition géographique du virus. C'est un peu le code génétique du virus, hein. En tout cas, c'est plus que ça, mais je suis tombé là-dessus aussi en regardant une vidéo. C'est dommage, j'ai pas noté le nom du garçon qui a fait cette vidéo, qui expliquait tout ça très très bien et qui avait comme ça des outils. Il y en a d'autres aussi d'analyse de big data et entre autres de l'usage des smartphones, parce qu'on peut aussi comme ça suivre le virus ou en tout cas les personnes infectées grâce à leur smartphone, même si ce sont des données anonymisées. Il y a une possibilité de voir des modèles qui montrent par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis suite à des fêtes qui se sont passées le long de la côte et ensuite tout le monde est rentré chez soi à l'intérieur des terres et on peut suivre ainsi ce qui risque d'être la propagation demain du virus. C'est le meilleur usage qu'on puisse faire des datas à l'heure actuelle, me semble-t-il. Et de la capacité informatique énorme qui est à disposition de l'humanité en général, parce que juste pour calculer des chaînes ADN de virus comme ça, il y a des heures et des heures de calcul, ça n'aurait pas été possible il y a 10, 15, 20 ans non plus. Qu'en pense Sébastien qui se tasse sur son siège? Oui, je me tasse. Et je me tâte. Alors, j'étais tombé aussi sur le site, j'avais regardé un peu cette semaine, qui est super bien fait. Quand tu fais du data analytics, c'est vrai que tu regardes toujours un peu ce que les autres font, et là, les mecs, c'est une super interface, c'est super bien léché, c'est vraiment très agréable à regarder. Moi, je voulais juste réagir plutôt sur ce que tu as dit. Effectivement, c'est génial de pouvoir tracer les gens sur leur téléphone, de savoir où ils sont passés pour prévenir et pour essayer de couper
tout virus, ok. Je veux juste m'assurer qu'un jour on débranche la prise de ce genre de truc. Oui, ça c'est évidemment. Donc voilà, j'ai pas envie, comme pour d'autres événements malheureux, où bah, maintenant j'ai plus le droit de prendre une petite bouteille d'eau pour aller en avion, alors que bon voilà, faut pas déconner non plus. Que pour la peur d'un virus, demain, je ne puisse plus sortir dans la rue ou moucher sans que notre Premier ministre soit au courant de ce que je fais. Voilà, quoi. Faut 2 poids, 2 mesures, et ça doit s'arrêter à un moment, quoi. J'ai retrouvé l'adresse de la vidéo, enfin en tout cas la chaîne, c'est Dirty Biology, c'est en français, hein, mais c'est un jeune gars qui fait ça, et il a sorti une vidéo qui a déjà totalisé plus d'1 million de vues, qui s'appelle « Cette pandémie vue depuis 2021 ». C'est très complet, c'est très fouillé, il y a plein d'informations. Le site dont on vient de parler est repris comme étant une source fiable du travail de ce garçon. Ça dure une 20aine de minutes, c'est super complet, et c'est très très intéressant de voir effectivement comment se propage un virus, comment voilà toutes ces notions qui sont aussi des notions mathématiques, qu'il est des fois bon de rappeler, même aux journalistes. J'en voyais un encore aujourd'hui qui n'arrivait pas à comprendre ce qu'était une échelle logarithmique. Et donc ça c'est quand même, pour des gens qui sont censés nous informer, ça fait quand même un petit peu peur. Mais voilà, c'est important aussi qu'il y ait des gens comme ça qui font des chaînes YouTube, des explications, des tutos de toutes sortes. Et à notre toute petite échelle, qu'on essaye aussi d'apporter un petit peu notre pierre ou notre petite pierre à l'édifice. Voilà, le petit caillou, modeste caillou. Sébastien il a pris de l'air, je voudrais ça va ressortir à un moment donné. Pour dire un truc. J'ai pas de problème respiratoire. Mais j'ai plus l'adresse comme ça, mais il y a un autre site qui est assez fun pour jouer aussi. C'est pour faire des simulations d'infection. Mais c'est des algos qu'on te demande en général de faire en début quand tu es aux études en informatique, parce que c'est pas des trucs qui sont hyper compliqués. On donne une population, le degré d'infectiosité du virus, et de voir en combien de temps toute ta population sera atteinte, et si toute la population sera atteinte. Donc c'est des choses qui sont assez drôles à faire et à simuler, tant que c'est de la simulation. Oui, tant que c'est oui, effectivement. Mais ici aussi, dans ce qui est expliqué, ils ont d'ailleurs mis en place sur un Google Drive, je pense, un tableau avec des données fictives pour jouer avec, quoi, pour voir ce que ça donne effectivement quand on a le fameux R0 qui fait 2,3 ou 3,8, etc. Enfin, je vous renvoie vers sa vidéo. C'est super intéressant, c'est très didactique, et voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là, avant de passer à la suite. Oui, toujours la lettre C. C comme crypto. C'est l'histoire d'un petit botnet tout innocent qui s'attaque au serveur SQL, Sébastien. Oui, alors on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps. Microsoft, c'est bien, ils ont tué un botnet, mais il est un gros, hein, mais là il y en a un. Ça fait aussi quelques temps qu'il tourne. Ça fait depuis 2018 que le truc s'attaque au serveur SQL Server de Microsoft. Et en fait, le botnet est pas bien méchant sur la manière dont il s'en attaque. Il fait juste un brute force, hein, donc il y va comme voilà. Hein, donc il n'y a pas une faille en particulier, c'est du brute force attaque sur les serveurs qui sont mal sécurisés. Et donc le truc, c'est le botnet s'appelle Volgar, voilà. Rien de parce que c'est une contraction entre volard, crypto et vulgar. Voilà, je vous laisse aller lire pour le plus de détails. Et le truc qui tourne, il arrive quand même à se prendre 2 à 3 000 serveurs par jour. Ah, oui. Donc ça va. Depuis 2018, on fait le compte, ça fait quand même quelques serveurs. Évidemment, de temps en temps, il y en a qui sont cleanés, mais ça fait quelques serveurs. Et donc ils essaient juste de se connecter. Une fois qu'ils sont connectés, ils installent un package pour installer leur petit tool qui tourne. Et leur petit tool qui tourne, c'est simplement du mining pas de Bitcoin, de Monero. Donc les mecs se font de l'argent sur les serveurs SQL. Et c'est vrai qu'en général, les serveurs SQL, c'est une bonne cible. On leur met souvent beaucoup de puissance parce qu'on a envie d'avoir quelque chose de rapide au niveau de sa base de données. Donc si votre serveur SQL Server est lent, faites quand même un petit check, on ne sait jamais, qu'il ne fasse pas que du SQL. Hein.
Sébastien, l'autre. Oui, mais il se trouve que je fais un peu d'architecture en informatique également. Et pourquoi on met un serveur de base de données exposable sur Internet? Ça, faut demander à 2 à 3 000 personnes tous les jours. Par jour. Qu'on en oublie une fois de temps en temps. Voilà comment est faite la sélection. Oui, mais c'est du darwinisme, ça. C'est les ficelles qui disparaissent d'abord. Oui, c'est un peu ça, oui. Peut-être. Okay. Mais c'est une question intéressante. En même temps, on pourrait se la poser, mais voilà, c'est des choses comme ça. En général, c'est des gens qui te mettent un truc en externe et qui ont besoin d'avoir un accès et qui sont incapables de mettre des règles parce qu'ils se disent voilà, j'ai pas d'IP fixe ou machin et je l'ouvre à tout va. C'est mauvaise gestion en général. C'est tout. Oui, c'est ça. Mais il y en a beaucoup. Hein. En général, quand on a besoin de pour des raisons X ou Y, de traiter des données brutes comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On les réplique type data lake et des choses comme ça. C'est ça l'idée, en gros, ou pas? Oui, surtout tu limites les accès à la machine. Il n'est pas question de laisser des machines comme ça ouvertes à tout va, à toutes les IP. En général, tu mets soit tu te caches ça derrière un VPN ou sur des IP fixes. On va pouvoir se connecter en externe depuis une base de données. On va passer par un serveur relais, on se connecte d'abord sur un serveur sécurisé et de là on fait cette connexion base de données. Ok, bon, c'est bon à savoir. Hein. Il y en a peut-être qui nous écoutent et qui disent c'est ça. Je vais vérifier mes serveurs demain matin avant le week-end, sait-on jamais. Je me disais aussi que le serveur SQL, ça marche moins bien quand on le connecte à l'internet. C'est bizarre. Bon, allez, on passe à la suite. On va parler de Minecraft, puisqu'on était à la lettre M, Sébastien. Des étudiants créent leur campus, mais sur Minecraft. Tout à fait, et ça m'a beaucoup amusé aussi, et surtout impressionné de voir les images. Donc de nouveau, allez regarder les liens qu'on va mettre, que Marc va mettre dans les notes du podcast. Disclaimer, je suis pas gamer, j'ai jamais joué à Minecraft, donc je suis pas la meilleure personne pour pouvoir en parler. Mais là, j'ai été je l'aime encore plus. des choses. Des choses que j'ai vues, et il se fait que j'ai des ados et que j'ai vu un ado passer des jours et des jours sur Minecraft. Donc Minecraft, c'est un vieux, j'ai même pas envie de dire jeu, enfin je sais pas comment ça peut se qualifier, mais les gens jouent pour assembler, pour créer des mondes par assemblage de briques. Ça fait des mondes un peu pixelisés, un peu avec un look un peu rétro, et on peut créer à peu près ce qu'on veut. On choisit la date. Ah tiens, il freeze. Et on choisit un peu ce qu'on veut, effectivement. La texture, ça c'est génial. Moi, je m'attendais pas à ce que Sébastien freeze. C'est vrai, ça. Ça revient. C'est en train de revenir. Pas tous en même temps. C'est en train de revenir tout doucement. Je vois que ton micro est nouveau. Oui, tout est revenu normalement, Sébastien. C'est très bizarre. Minecraft, on assemble, désolé pour ça, on assemble ces blocs, on choisit ses textures, etc. Et on crée un monde. Et finalement, la limite, c'est votre imagination, c'est votre talent créatif. Et là, il y a des étudiants de l'université de Pennsylvanie qui étaient un peu déçus de ne plus pouvoir aller dans leur campus pour les semaines à venir, qui ont recréé leur campus en 3D, mais pas juste l'extérieur, les jardins, les façades, l'intérieur de certains bâtiments aussi. Alors je ne sais pas s'ils ont fait tous les bâtiments, mais en tout cas il y a quelques images d'intérieur qui sont tout à fait bluffantes. Donc voilà, quand on a beaucoup de temps, la créativité s'exprime. On voit ça sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, et là celui-là m'a bluffé particulièrement. Aller voir les images de ce campus en Minecraft. Il ferait mieux de réviser. Le rabat-joie là. Ben non, on peut pas réviser tout le temps évidemment, donc il faut bien s'occuper. Voilà, pourquoi pas finalement. Sébastien, tu voulais rajouter un truc? Oui, moi j'ai un truc. Je me demandais, franchement, depuis que je prépare le numéro, je me demandais pourquoi il y avait Xavier qui était connecté sur la conduite. Oui, moi aussi je me pose la question. Je viens de comprendre. Sébastien qui s'est déconnecté. Ouais, c'est très bizarre. Je me demande si Xavier ne fait pas un numéro, tu vois, sur le côté. Voilà, il a essayé de pirater Sébastien. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, c'est un petit peu particulier. Voilà.
qu'est-ce que je voulais vous dire? Peut-être qu'ils recherchent des sources. Hein. Oui, je suis un peu perdu. Oui. Peut-être qu'ils recherchent des sources, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on a un document qui nous sert de conduite chaque semaine, dans lequel on a tous les épisodes de la saison qui sont conservés, sauf de temps en temps quand on en efface un. Mais normalement, tous les épisodes sont là. De toute façon, ils sont sur notre blog, latechno.be. C'est à disposition de tout le monde. Mais nous, comme on a l'outil, on se permet d'aller faire des recherches dans les conduites, et des fois, on a envie de retourner en arrière en disant, tiens, est-ce que j'avais parlé de ce machin-là ou pas? C'est peut-être ce que Xavier fait, ou alors quelqu'un joue avec son ordinateur. C'est possible aussi. C'est toujours une possibilité. On passe à la suite? On avait terminé sur Minecraft. C'est fini pour lui. On va parler open source, O comme open source. C'est évidemment, forcément Sébastien qui en parle. De quoi s'agit-il, Sébastien ? Alors, c'est un téléphone. Alors, honnêtement, j'espère pouvoir vous en parler, vous le montrer un jour, parce que il est en édition développeur depuis le mois de décembre. Et j'avais commandé le truc, mais le truc venant de Chine, il est toujours à la douane. Mais il est à la douane depuis le 2 février. On est quand même le 2 avril. Donc voilà, peut-être que les douaniers jouent avec. Hein. Si les gars, à un moment, si c'est ça, il faut me le rendre. Faut arrêter de déconner. Je crois qu'ils ont autre chose à foutre pour l'instant. Soyons. Je sais pas, c'est peut-être la première fois qu'ils voient un téléphone sous Linux. Et c'est là que c'est super drôle. C'est effectivement un téléphone qui vient de la société Pine. Pine, j'en avais parlé il y a quelques temps parce qu'ils avaient fait un Pinebook. C'était un portable qui coûtait $80-90 et qui effectivement était basé sur ARM avec une Ubuntu légèrement modifiée pour pouvoir faire tourner sur leur truc. Et à la base, en fait, ces gars, ils faisaient un petit board à la Raspberry. Et puis de ce petit board, ils se sont dit, on a quand même un truc qui coûte pas cher et qui est quand même top. Et ils ont commencé à décliner plein d'autres trucs. Ils ont une tablette, ils ont un laptop, ils ont une deuxième version du laptop. Et là, ils se sont dit, on va faire un téléphone. Et personne n'a fait de téléphone, ou pas beaucoup en fait, hein, très peu sous Linux. Et donc effectivement, ils ont sorti cette version développeur fin 2019. Uniquement pour les enthousiastes, hein, parce qu'il faut y aller et c'est quand même un peu un peu tricky. Et ici, donc, si tu n'es pas développeur mais que tu as quand même envie de jouer avec, il le livre avec une version de Ubuntu Touch. Alors Ubuntu Touch avait été abandonné par Ubuntu, par Canonical à l'époque, parce qu'ils ont essayé de lancer aussi leur OS pour téléphone mobile, et puis ils se sont dit ouais ok bon tant pis ça marche pas, ça va nous coûter trop cher, on va se concentrer sur le desktop et le serveur. Et par contre la communauté a quand même continué le projet, ils se sont dit ouais on va pas laisser ça mourir, donc le projet continue, il est bien vivant, et il a son premier partenariat officiel qui est effectivement les gars de chez Pine, qui l'installe d'office sur le téléphone. Il y a plein d'autres solutions, hein. On n'est pas obligé d'utiliser Ubuntu, il y a d'autres OS. On en a un au bureau sur lequel un de nos gars utilise Linux. Bon, voilà, faut se dire qu'on ne trouvera pas non plus toutes les possibilités qu'on a sur un téléphone Android ou sur un iPhone, même s'il y a moyen d'utiliser des APK. C'est quand même très expérimental. Ça téléphone, ça envoie des SMS. C'est pas toujours stable non plus. C'est assez drôle et c'est assez déroutant. Mais on a un peu l'impression. C'est pas non plus une fusée, quoi. Hardware, en tout cas, le PinePhone, c'est pas du tout une fusée. Ouais. Non, c'est un truc, un bête téléphone avec un truc en 5.9 avec 2 mégapixels, 5 mégapixels la caméra. C'est pas des trucs extraordinaires, c'est pas très rapide. C'est pas le principe non plus. On s'en tape. Tu veux juste taper un Linux dessus pour avoir ta liberté, pour avoir installé un terminal si tu as envie, un SSH, et c'est ton téléphone, quoi. Dans la même idée, il y avait un téléphone Firefox aussi, il me semble, il y a quelques années, dans le même esprit. Mozilla voulait faire un truc, oui, tout à fait. Je ne sais pas quel est le statut du projet, mais c'est loin d'être le seul truc, hein, Ubuntu. Il y en a 4-5 qui sont utilisables. Au moins, tu peux te téléphoner et envoyer des SMS avec. C'est tout un moment où j'espérais qu'on ait ce type de solution sur le Samsung, parce qu'ils travaillaient avec Dex, donc tu connectais simplement en USB-C ou avec leur dock, et sur le dock tu mettais de l'HDMI, USB, tout le bazar, et tu pouvais faire tourner une version Linux complète. Sur le S10, ils ont eu tout un moment un partenariat avec Ubuntu, où tu pouvais carrément faire lancer une Ubuntu desktop sur ton téléphone,
mais apparemment, comme ça intéresse personne, ils ont tué le projet. Donc là, je veux dire que je suis un peu déçu. C'est pour ça que je veux un petit téléphone sous Linux. D'avoir plusieurs fenêtres sur son téléphone, c'est pas toujours facile. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a des cas où on peut développer des applications? Il y a un kit UI qui permet de créer des apps pour PinePhone? Oui, pas spécifiquement pour le PinePhone, mais pour tous les OS qu'il y a dessus. Et donc là, effectivement, si tu as envie de développer un truc pour Ubuntu, il y a celui qu'on a regardé, je ne sais plus c'était lequel, mais c'est assez simpliste. En fait, les UI, de nouveau, ça ne reprend aucun code. Ils essayent en tout cas de ce qui existe sur iPhone ou sur Android, sur iOS ou Android. Tu trouves pas aussi facilement les boutons. Alors celui Ubuntu OS, ça ressemble assez fort à ce que tu peux trouver, mais il y en a d'autres. Celui qu'on utilisait en l'occurrence, je vais retrouver le nom évidemment quand on aura fini le podcast. Tu n'as aucun bouton, tu as juste une fenêtre avec l'information, et puis si tu veux les boutons, tu dois swiper. Et là, tu as les trucs qui arrivent par le dessus, ou tu as les boutons qui arrivent. Donc, tu as des interfaces pour... en général, tu codes simplement sous Linux en C ou avec les libs standards et t'es parti. C'est l'avantage de ces OS. Tout est libre, tout est dispo, et tu ne dois pas commencer à installer des trucs spécifiques pour pouvoir installer l'APK sur ton téléphone. Tu t'en fous, tu balances le programme tel quel, ça passe, quoi. Ok. Voilà, bon. Ça sera chez tout le monde demain, mais pour les devs, je trouve ça assez amusant. Quoi. Oui, ça s'adresse qu'à une petite partie du public. Mais ça m'explique. Oui, ça je vois bien, j'avais bien compris. C'est pour ça que moi je te laisse aller. Hein. Moi je suis pas contrariant pour ce truc-là. Si tu as envie de te faire plaisir, mon grand, mais fais-toi plaisir. On est à la lettre P, comme privacy. Tous les appels identifiés à partir de juin 2021 aux États-Unis. Ça, c'est chouette. Quelle bonne idée. Chouette, pays de la liberté. Oui, c'est l'autre Sébastien, j'avais bien compris. Non, mais c'est une bonne nouvelle, moi, pourtant. Moi, je suis content. D'une certaine manière, je suis content, même si, effectivement, tu pourrais dire que non. Mais en fait, le titre est négatif, la réalité est plus positive derrière. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu fais un appel en SIP, tu fais un appel, je peux assez facilement, après, normalement, c'est bloqué, tu n'y as pas le droit, je peux très, très facilement faire un appel sur ton téléphone en me faisant passer pour le téléphone de n'importe qui. De la même manière que quand tu envoies un email, aujourd'hui, je peux t'envoyer un email de la part de ton collègue, sans être ton collègue, sans aucun problème. En général, il y a quelques sécurités, mais sur les emails, c'est encore assez facile de passer à travers, et sur le SIP, pour la téléphonie, c'est encore assez facile de passer à travers, il y a pas réellement de sécurité derrière. Alors ici, il y a un protocole qui existe, qui est le Steer-Shaken, qui est en fait un truc assez couillon, qui est juste une clé publique-privée, voilà, tout ce qu'on utilise classiquement en crypto. Et donc, tu vas avoir une signature pour dire, ouais, ok, c'est vraiment un gars avec le bon numéro, c'est pas juste n'importe qui. C'est vraiment ce numéro-là qui appelle. Le but derrière, c'est pas de fliquer qui appelle qui, s'en foutent, c'est pas la question. Peut-être qu'il y a un moment, peut-être qu'il y a une petite faille là-dedans, ils vont aussi fliquer les personnes. Non, c'est surtout pour éviter tout le spam, parce que le spam par téléphone, ça commence à être assez hardcore. Et en fait, comment fonctionnent ces boîtes? En général, ils prennent soit un astérisque qu'ils installent chez eux pour pas trop cher, soit ils hackent des astérisques, parce que c'est comme les serveurs SQL. Il y en a plein qui sont facilement accessibles. Astérisque, je vous renvoie à notre hors-série consacrée au télétravail, Astérisque. Voilà. Et Péril. Et donc, ils se connectent sur ces serveurs, et de là, ils lancent plein d'appels à tout va, et ils s'en foutent complètement, parce que, voilà. En général, ces appels, quand vous décrochez assez vite, avant la première ou deuxième sonnerie, vous entendez le gars qui décroche de l'autre côté. Donc, parce que c'est tous des appels qui sont lancés en masse, et c'est quand ils détectent que quelqu'un a décroché qu'ils connectent à un opérateur. Ok. Et donc à ce moment-là, il est temps de raccrocher, ça sert à rien. Oui, c'est bien, c'est bon à savoir, parce que quand on se fait harceler, par exemple, au téléphone, voilà. Donc si vous dites allô, ça répond pas directement, vous raccrochez. Oui. Voilà. Après, il y a d'autres techniques. Dernièrement, on m'appelle souvent pour des contrats de téléphonie ou d'énergie, et à chaque fois, je leur dis que la personne est malheureusement décédée. Ça les désarçonne, et en général, ils ne m'appellent plus. Donc, ça fait exactement la même chose. Voilà. Il vient de nous quitter ce matin, on est là avec toute la famille. Ils ne savent pas quoi dire. Ça marche bien.
Oui, tant mieux. Ok, bon, finalement, d'une mauvaise nouvelle, enfin, en tout cas, dans son énoncé, une bonne nouvelle qui en sort. Donc, c'est une bonne intention. Après, ce sera certainement détourné par quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Oui, mais moi, je suis pour l'instant, tu sais... C'est dans le titre, ceux qui ont l'image évidemment ont compris, on fête un anniversaire, les 40 ans de ce casse-tête que l'on trouve encore un peu partout, soyons clairs, le fameux Rubik's Cube. Il y a des championnats, il y a des développements du Rubik's Cube sous toutes les formes, virtuelles, etc. C'est de ça dont on parle, Bruno. Sébastien, il n'y a que deux Sébastien, je suis encore capable de dire Bruno. Oui, je crois que c'est toi qui avais trouvé la news et j'étais heureux de la reprendre parce que c'était vraiment un objet culte des années 80. Si vous avez moins de 20 ans, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais le Rubik's Cube a été inventé en 74. Alors là, vous allez me dire, il n'a pas 40 ans, je sais bien. Mais il est resté privé par son inventeur, Monsieur Rubik, que j'ai appris d'ailleurs à l'occasion de mes recherches que j'ai fait pour préparer l'article aujourd'hui. Et il a été commercialisé à partir de 1980 sous le nom Rubik's Cube. Et il est toujours sur plein de formes différentes, original 3-3, avec une couleur par face. Il est entré au MoMA, au Museum of Modern Art de New York en 81, et c'est vraiment un objet culte de la pop culture, au sens de la culture populaire des années 80, qu'on retrouve dans plein de films, dans plein de séries. Regardez Big Bang Theory, aujourd'hui, au XXIe siècle, le Rubik's Cube est là. Il s'est décliné de plein de façons différentes, façon joaillerie, avec des diamants et des rubis pour faire les différentes couleurs des différentes faces, en bois, en plastique. Les gens les assemblent dans tous les genres. Ils font de l'art également, de l'art très pixelisé, où en assemblant plusieurs Rubik sur un mur complet, on arrive à faire un dessin, en agençant les couleurs évidemment des faces qu'on veut exposer, à faire des dessins en forme de Rubik's Cube. Dans l'entrée de la boîte où je travaille, à côté de la réception, on a un mur plein de Rubik's Cube avec le logo de la société qui est fait en Rubik's Cube, donc on le retrouve à plein d'endroits. Et puis je creusais un peu pour préparer l'enregistrement ce soir et je suis tombé sur la page des records du Rubik's Cube. Et là j'ai été quand même scotché. Je crois que je l'ai mis dans les liens, je te les donnerai Marc si j'ai oublié de le faire. Record de temps évidemment, 3 secondes 47. Record du temps en moyenne sur une série de 5,53. Et puis quand on creuse dans cette page-là et qu'on scrolle, on se rend compte qu'il y a des sous-catégories qui sont vraiment incroyables. Alors il y a le 3x3, il y a le 4x4, il y a le 5x5, le 7x7, donc ça augmente la capacité. Je vais pas vous donner tous les résultats, rassurez-vous. Mais juste les catégories 3x3, donc le normal, à l'aveugle, c'est-à-dire je regarde une fois le cube, et puis on me masque les yeux et je le résous à l'aveugle. 15 secondes 50. Il y a le 3x3 en le moins de mouvements possible, 16 mouvements. D'ailleurs, il y a un algorithme en 25 mouvements, il y a moyen de résoudre, quelle que soit la partie, le point de départ, 25 mouvements. Alors, il y a aussi une catégorie amusante, 3 par 3 à une main. Je suis désolé, j'ai du mal à rester sérieux en disant, mais 6 secondes 82. Quand même. Et puis c'est pas drôle, si l'autre main est occupée, ça peut être utile de savoir faire ça avec une seule main. Le 3 par 3 à une main, les yeux bandés. Et puis le 3 par 3 à 2 cubes, les yeux bandés, donc une main, un cube dans chaque main, et les yeux bandés. J'aimerais bien voir un championnat de ça, ça doit être assez amusant. Voilà, comme quoi, enfin, c'est profondément dans la culture populaire des années 80, dans la culture geek et nerd des années 80. Il y a des robots avec du kit Lego Mindstorm qui permettent de résoudre cela. Il y avait une vidéo qui m'avait impressionné il y a quelques années, j'ai appris aujourd'hui qu'elle était fausse, donc je suis extrêmement déçu ce soir, d'un gars qui le résout avec les pieds. Mais au fait, en lisant des articles aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il l'avait filmé à l'envers. En fait, il était parti d'un cube fini, il avait démonté le cube avec les pieds, et puis il avait rejoué dans l'autre sens. C'est une solution. Attention à ce que vous voyez sur YouTube. C'est ça.
Dites-nous ce que vous faites avec les Rubik's Cube, laissez-nous vos commentaires, je suis curieux de voir ce que vous avez déjà fait avec des Rubik's Cube. Moi, pour l'avoir vu, parce que je connais quelqu'un qui est passionné de ça, et on trouve maintenant, parce qu'il y a le fameux Rubik's Cube classique, entre guillemets, mais qui est, quand on l'utilise la première fois, qui est un peu dur, tu vois. Et pour ceux qui sont vraiment rapides, etc., il y a des Rubik's Cube de compétition, donc qui sont super souples, et on en trouve chez Amazon ou autre, qui sont faits pour faire des compétitions, justement, pour aller plus vite. Voilà. Ouais, les petites bielles sont wheelées. Oui, c'est ça. C'est pareil. Et puis, tu as deux petits mécaniciens à l'intérieur qui règlent les trucs. Non, je rigole. Ça, j'ai découvert aujourd'hui aussi. Il y a des Rubik's Cube auto-résolveurs, donc avec de l'électronique et de l'intelligence dedans, pour qu'ils se résolvent tout seul. On appuie sur un bouton. Et il me semble qu'il y a eu également, il y a quelques mois, 3-4 mois, parce que j'étais tombé dessus par hasard, sur un Rubik's Cube mais en VR. Donc on a un vrai cube et en le bougeant, il se passe des choses en réalité virtuelle en plus. Donc voilà, c'est des choses comme ça. C'est un cadeau pas cher. Et en cette période, vous mettez ça entre les mains des enfants, à mon avis, ils vont vous foutre la paix un moment. ou alors vous le jetez à la figure. Mais c'est une des solutions. Quand l'autre Sébastien met son doigt comme ça au milieu, entre deux narines, comme ça, c'est qu'il a un truc à dire. Ouais. Dites, dame, je peux aller à la toilette? Non, c'est pas ça. Oui, donc j'ai deux petits trucs, parce que mon père est un grand fan de Rubik's Cube, et alors j'ai deux points là-dessus. Il y a un truc là aussi qu'on trouve sur des sites de commerce en ligne qu'on connaît, voilà. C'est un Rubik's Cube qui se joue à deux, et donc en fait là c'est à plat, chacun de son côté, et donc effectivement il y a un genre de dé qui donne ce qu'on doit faire, et après on doit le faire le plus vite. C'est assez sympa, et ça enlève le côté solitaire du Rubik's Cube. C'est assez sympa en challenge. Et le deuxième, parce que si comme moi effectivement vos enfants arrivent et disent papa je suis coincé, tu peux pas m'aider, et t'as pas envie d'avoir l'air con, et t'as pas envie d'y passer 3 jours, parce que c'est quand même pas non plus toujours super drôle, tu le fais pas en 3 secondes comme les messieurs à la télé. Il y a une application sur téléphone qui s'appelle le Rubik's Cube Solver, où tu donnes les couleurs du Rubik's Cube, et qui te dit après dans quel sens tu dois le tourner pour le terminer, ni vu ni connu, tu vois. Ceci étant dit, je pense qu'il ne doit pas y avoir plus enfin, il y en a peut-être plus, hein, mais pour arriver à résoudre le cube, je pense qu'il n'y a pas plus de 3 formules utiles pour arriver. Il suffit de repérer. Enfin, il suffit, soyons clairs, moi je ne sais pas le faire. Mais il faut repérer les couleurs et les associations de couleurs, et à partir de là, on adapte chaque fois les formules, un petit peu comme aux échecs, voilà, et on arrive comme ça à le résoudre. Ça, c'est des petits trucs qu'il faut apprendre au début, si on n'a pas envie effectivement de l'exploser contre un mur. Après un moment, on en a marre, quoi. Donc il vaut mieux, pour avancer, il faut mieux moi je me rappelle à l'époque, il y avait des bouquins qui sortaient là-dessus, hein. C'est comme ça que j'ai appris à le résoudre, c'est sur papier, voilà. Parce que quand j'étais adolescent, il n'y avait pas internet, mon bon monsieur. En gros, si t'as pas le truc, en tout cas le truc, les ficelles, on va dire, parce qu'il n'y a pas de truc en soi, il y a des ficelles, si t'as pas les ficelles, tu peux pas le résoudre. C'est pas comme le truc en 2 dimensions, où il y a une petite case vide, où il faut déplacer les petits pions, voilà, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Donc voilà, 40 ans le Rubik's Cube, et toujours des heures et des heures de plaisir, si je puis dire. La lettre S comme Safari, je le disais en préambule, Apple renforce la confidentialité des données dans Safari, Sébastien. Ce qui a priori est une bonne chose. Donc Safari, c'est le navigateur web évidemment, que vous trouvez par défaut sur macOS, sur iOS, donc tous les terminaux Apple. Et comme d'autres navigateurs Internet, Apple a annoncé qu'ils allaient bloquer les cookies tiers. Je ne sais plus qui, mais on en avait déjà parlé dans les technos. Mais ils vont également bloquer, enfin pas bloquer, mais être un peu plus contraignants sur le stockage de données en local. Donc une application web, une page web, elle peut stocker des données sur votre disque dur au-delà des cookies. Et il y a plein d'utilités pour ça et d'usages légitimes pour ça. Ici, Apple voudrait nettoyer les espaces de stockage qui n'ont pas été utilisés, j'en bafouille, après 7 jours. Donc 7 jours, c'est pas beaucoup. Si vous n'avez pas visité un site web pendant 7 jours, cet espace sera réclamé. A priori, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes pour beaucoup d'applications. Ceci dit, l'article
attiré mon attention parce que certaines applications de gestion de mots de passe comme 1Password ou de gestion de notes comme Simple Notes utilisent j'ai pas envie de dire ce cache, mais ce stockage local. Et eux aussi, comme tous les autres, risquent de se faire nettoyer si vous ne l'utilisez pas pendant 7 jours. Alors 1Password, ça m'a attiré doublement mon attention parce que j'utilise 1Password, mais la version que j'utilise n'utilise pas ce mécanisme-là. J'ai découvert que dans 1Password, il y a une version qui fonctionne en pur mode web. Donc, dans la base de données de password, il y a un petit fichier HTML que vous pouvez démarrer. Donc, vous n'avez pas besoin de l'application 1Password ouverte. Et ça vous donne l'interface graphique utilisateur pour pouvoir aller stocker et retrouver vos mots de passe. Et cette application web en standalone qui tourne dans votre browser, elle est protégée avec un système de chiffrement plus complet que l'application 1Password desktop que vous pouvez installer et les plugins que vous pouvez installer. Il y a une clé secrète qui est générée la première fois et qui est stockée là, qui est stockée et qui sert à décoder votre base de données de mots de passe. Et donc, si cette clé secrète disparaît, vous n'avez plus accès à vos mots de passe. Pourquoi c'est gênant? C'est gênant parce que des clients, des gens peuvent utiliser ça de façon offline et puis périodiquement synchroniser avec les serveurs de 1Password pour appliquer vos changements de mots de passe sur tous vos appareils. Et là, si vous stockez des mots de passe et que pendant plus de 7 jours, vous ne synchronisez pas avec le serveur, il y a un risque de perdre ces données. Donc 1Password n'a pas encore répondu, on va voir ce qu'ils vont inventer pour pallier à cela. Donc voilà, comme souvent, ça vient d'une bonne idée en matière de sécurité, je pense, et puis parfois il y a des effets indésirables non attendus, et certains éditeurs logiciels vont devoir un peu revoir leur copie, et parfois profondément, parce qu'ici c'est un mécanisme de sécurité intrinsèque de 1Password qu'il va falloir changer pour pouvoir utiliser 1Password sur Safari. Depuis qu'on fait ce podcast, et ça fait un bout de temps, j'ai l'impression que de plus en plus on va vers des informations et des news où on nous annonce une bonne nouvelle et l'effet de bord est livré avec. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire sans ouvrir une porte, sans se découvrir un petit peu, ou je sais pas ce qu'en pense l'autre Sébastien, mais c'est de plus en plus vrai, j'ai l'impression. Avant, on trouvait des solutions, on disait voilà, ça c'est béton, machin, et ici, de plus en plus, ou alors c'est vous qui choisissez vos news en fonction de ça. Non, je ne sais pas. C'est pas nous. Là. Je veux dire que la complexité de tous les systèmes aujourd'hui, il y a tellement d'intervenants que c'est pas toujours évident. Donc, mais si je peux avoir mon petit coup de gueule, alors je vais juste faire un petit détail pour ceux qui connaissent pas le local storage et qui voudraient comprendre comment ça fonctionne. C'est assez facile. En fait, c'est donc l'évolution naturelle du cookie. Le cookie, c'est un site web qui, au moment où, donc, effectivement, vous allez ouvrir une page, va se dire j'ai besoin de stocker une clé chez toi pour dire que c'est toi et que la prochaine page que tu ouvres, je sache que tu t'es bien connecté, par exemple. Ça, c'était le but premier du cookie, ou de pouvoir stocker une information que tu as besoin de garder d'une page à l'autre, éventuellement, mais d'un point de vue utilisateur, entre deux sessions. Ou des cookies de session. Enfin bref, on va essayer de faire simple. Et le cookie est limité en taille et donc tu ne peux pas stocker énormément d'informations. Et d'un point de vue développeur, c'est pas hyper facile d'accès. Le local storage, c'est génial. Tu peux, c'est un repository clé-valeur. Tu mets ce que tu veux, tu peux stocker du binaire, tu peux stocker des images, tu peux stocker des données, tu peux te dire que tu veux stocker toutes des informations en local pour faire fonctionner ton application en web, même si elle est offline. Et tout ça est possible. Le local storage est vraiment quelque chose d'assez génial. À partir du moment où Apple commence à définir ses règles, c'est chiant. C'est de la même manière que quand il définit ses règles sur les certificats, où tout le monde est obligé de s'aligner. Ça, c'est mon petit coup de gueule sur le Safari. J'ai un petit pressentiment parce que pour le moment je fais un peu plus de front que d'habitude, donc plus de JavaScript, et honnêtement quand on regarde Safari, j'ai un peu l'impression de me retrouver début des années 2000 avec un Internet Explorer, tu vois. Il y a tellement de trucs qui déconnent sur Safari et qui fonctionnent sur tous les autres navigateurs de manière incroyablement facile que tu te dis mais pourquoi? À la base ils partaient d'un moteur libre et puis voilà, c'est assez chiant, je veux dire. Oui, c'est peut-être une réponse de la part de Sébastien, oui. Non, pas pour le pourquoi de Safari, juste qu'il y a beaucoup d'attaques connues sur le local storage. C'est assez facile pour une page web ou une appli web
d'accéder au local storage d'une autre, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on souhaite. Et donc je peux comprendre l'idée de vouloir restreindre la durée dans le temps où on va garder des données dans le local storage. Je voyais sur l'article que tu nous partages et qui est la source de cette news, Sébastien, un sous-titre « Apple vient-il de tuer les web apps hors ligne sur ses plateformes ?» C'est exactement ce que vient de dire l'autre Sébastien, c'est un peu le risque. Et pourtant, c'est quand même une chouette solution pour développer rapidement quelque chose d'efficace. Ouais, c'est le risque. Et alors après, on peut se dire, tiens, ouais, est-ce que ça fait pas partie d'une grande conspiration, d'un grand complot d'Apple pour obliger les développeurs à créer des apps à vendre à travers leur App Store plutôt que des web apps? Mais non, mais sérieusement, sur ces plateformes-là, le débat web app versus app native est un vrai débat. Il amène du trafic vers les App Store avec la possibilité de monétisation versus des applications qui sont cross-platform. Est-ce qu'il y a une volonté ou pas? Enfin, moi, je suis pas trop dans cette réaction-là en général, dans ce mode de pensée-là en général. C'est un peu de protectionnisme. Non, j'ai pas de données pour pouvoir affirmer cela. Oui, c'est ça le problème. C'est un sentiment, ça pourrait être un sentiment, mais il n'y a pas de preuve matérielle ou autre de cette... voilà, c'est toujours... Apple a toujours été habitué à faire un peu cavalier seul sur un tas de concepts qu'ils imposent à un moment donné à tout le monde, dans tous les domaines, hein, même sur les devices. Hein, je ne suis pas faire le fanboy Apple mauvais esprit, mais parfois ils ont raison. La suppression du SCSI, la suppression du Raspberry, la suppression du floppy disk. Franchement, à un moment, il fallait que quelqu'un le fasse, il fallait que quelqu'un... ouais, mais ils ont touché au mini jack. Ils ont touché au mini jack et ça, il fallait pas. Sébastien, pour conclure, ou pas? Non, enfin, tu vois, rien que de tout ce que tu entends, j'ai vraiment l'impression de revenir à Microsoft début des années 2000, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, il ne faut pas suivre. Désolé, tant pis, il n'y aura plus de web apps sur Safari. Eh ben, achetez votre iPad et prenez une vraie tablette, un vrai PC sous Linux. Une vraie tablette sous Linux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Un vrai browser sur l'iPad. Il y en a. On peut mettre Firefox, on peut mettre Chrome sur l'iPad. Et prenez votre iPhone et installez Android. Écoutez-les, les deux ici sont partis en vrille. Je ne les tiens plus. Allez, on va parler d'un autre produit Microsoft, ça va faire plaisir à Sébastien. Skype, l'ascension et la chute de Skype, c'est le titre de ta news, Sébastien. De quoi s'agit-il? Eh bien, il se trouve qu'on fait énormément de conférences et de vidéoconférences ces jours-ci à cause de l'actualité que vous connaissez. On en a parlé dans le hors-série télétravail. Et les grands vainqueurs de cette période de confinement sont Zoom et House Party. On parle énormément de Zoom même pour l'enseignement à distance. Et puis, on oublie un peu qu'il y a Skype, qui il y a 10-15 ans était le numéro 1 en matière de téléphonie sur IP, en tout cas de téléphonie par Internet. Et ils ont rajouté la vidéo, ils se sont fait racheter par Microsoft en 2011. Il était temps d'ailleurs, si je peux, c'était en 2011 ? Oui, c'était en 2011. Il était temps qu'ils se fassent racheter parce qu'ils perdaient des sous à l'époque, Skype. Désolé de le dire, mais c'était un beau produit, mais ils perdaient tous les mois, ils perdaient du pognon. Ils se sont fait racheter pour 8,5 milliards de dollars en 2011. Hein. Donc 2011, si vous avez 20 ans aujourd'hui, vous aviez un peu moins à l'époque, vous aviez 11 ans. C'est l'époque de l'iPhone 4 pour se remettre ça. C'est l'époque où Snapchat a été créé. Donc c'est quand même presque une génération de produits avant. Et Microsoft, d'une façon ou d'une autre, n'a jamais réussi vraiment à booster Skype en laissant la place aux autres. WhatsApp, qui a maintenant 2 milliards d'utilisateurs, contre les 23 millions actifs tous les jours de Skype. Ça a ouvert la porte à WhatsApp, je l'ai dit, à Snapchat, à Zoom aujourd'hui. Et on se demande pourquoi ou comment Microsoft n'a jamais réussi à mettre avec tout l'effort d'engineering qu'ils ont, toute la machine marketing et les croisements entre produits à repositionner Skype. Et finalement, ce qu'on voit, c'est Skype qui perd en utilisateurs au fil des mois, au fil des années.
Maintenant, avec la crise actuelle, on voit d'autres solutions, Zoom, Google, qui émergent. On voit des solutions alternatives venant de Microsoft. On a parlé de Microsoft Teams dans le numéro hors série, où il y a aussi des possibilités de parler, de faire de la vidéo. Et on se demande un peu, ça va être quoi le futur de Skype? Alors, le futur de Skype, Microsoft a annoncé qu'ils avaient changé l'interface graphique pour utiliser Electron, qui est cette plateforme open source qui vient aussi, je ne sais pas si ça vient de Google, mais en tout cas, c'est la base des navigateurs. Chromium, exactement. Ouais, c'est ça. Utilisé par Spotify, qui est utilisé par Atom, qui est utilisé par Slack, je crois. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je suis pas fan, ça me bouffe beaucoup de mémoire en tout cas. Et donc voilà, on disait en préparant cet épisode que beaucoup de choses avaient changé après cette crise. C'est pas une grosse chose, mais ça risque d'être un acteur informatique, une pièce de notre puzzle d'applications informatiques qu'on utilisait ces 10 dernières années, qui risque de ne pas survivre à la crise. J'ai toujours trouvé bizarre la façon dont Microsoft gérait Skype. Beaucoup qui étaient des fans de Skype de la première heure se sont dit Microsoft va s'en occuper, ça va être galère, ils vont faire n'importe quoi, voire même en faire un outil uniquement destiné aux entreprises, ce qui a presque le cas à un moment donné. L'intégration dans Teams n'est pas totalement innocente. C'est en fait la version Skype entreprise qui a été rebrandée et réintégrée quelque part dans Teams à la grosse louche. Je veux dire. Mais ce côté, enfin voilà, ça reste quand même un outil efficace. Ça passe partout. On le voit aujourd'hui. Skype reprend un petit peu ses lettres de noblesse à la télévision, à la faveur, je mets des guillemets au faveur de ce qui se passe. Bah oui, le confinement oblige aussi de faire des interviews à distance, et donc Skype est un outil relativement facile à mettre en œuvre pour la majorité des gens, même si beaucoup ne l'avaient plus sur leur tablette ou sur leur smartphone ou sur leur ordinateur, ils l'ont réinstallé. Mais ceux qui n'utilisaient pas Skype du tout, ne connaissaient pas, se sont tournés, je pense, ici depuis quelques semaines, vers d'autres outils, d'où le succès de Zoom, dont on va reparler certainement, qui par contre, pour le coup, là, est à la base un outil destiné aux entreprises et à l'enseignement, etc. Et pas du tout au grand public pour les communications de personne à personne. Il y a pas, voilà, ils ne sont jamais positionnés réellement sur un marché de ce type-là. La communication de personne à personne, c'est plus le modèle freemium de Zoom qu'on met un petit peu en avant pour dire testez notre solution, vous allez voir, c'est sympa. Voilà, mais bon, il se trouve qu'aujourd'hui, ça fonctionne plutôt pas mal et que tout le monde s'est tourné vers cette solution-là pour organiser par exemple des apéros, entre autres, et moins vers Skype, bizarrement. C'est un petit peu particulier. Je ne sais pas si l'autre Sébastien évidemment, avait une opinion sur ce sujet. J'ai une longue opinion, je vais essayer d'être bref, parce que 5 minutes déjà sur Skype, en l'occurrence, Skype. Alors, à la base, j'étais un grand amateur de Skype, parce que, voilà, comme vous, j'ai un certain âge, et ça fait partie des premiers outils où on pouvait faire des appels pour pas très cher ou très facilement, donc c'était un top outil. Et en fait, c'était, pour comprendre d'où ça vient, d'abord, c'était une boîte d'Europe de l'Est, de mémoire, et c'est les mecs qui avaient fait Casa à l'époque. Donc c'était un truc de peer-to-peer, un peu illégal, et les mecs sont partis sur ça. Et ils l'avaient développé dans un langage que j'affectionne particulièrement, c'était en Pascal Objet. C'était un des outils les plus utilisés en Delphi, c'était Skype. Donc ça faisait vitrine pour un compilateur que j'affectionnais. Et à partir du moment où Microsoft l'a acheté, Microsoft a passé énormément de temps à l'intégrer dans ses outils professionnels. Il a complètement oublié la partie consommateur final, qui pourtant était probablement l'endroit où il pouvait faire le succès de Skype pour qu'il reste dans le milieu le premier, enfin au top niveau. Il y avait des clients sous Linux, il y avait des clients qui arrivaient sur téléphone mobile. Le client Skype sur téléphone mobile, sur Android, ça a été la plaie pendant des années, à tel point que maintenant il était complètement déconnecté sur mon téléphone. Le client sur Linux, ils l'ont complètement abandonné, ils l'ont laissé pourrir pour revenir quelques années après grâce à leur web app. Mais grosso modo, ils n'ont plus réellement de clients natifs sous Linux. Et donc, ils ont commencé à abandonner plein de trucs, alors qu'ils avaient une techno qui est toujours et qui était supérieure à tout le monde.
en voix, en vidéo, elle était top. Et en plus de ça, ils ont 2 passerelles que tu ne trouves très difficilement ailleurs. Hein. C'est le fait de pouvoir passer des appels toi vers une ligne fixe ou mobile. Donc tu payes pas trop cher et tu peux appeler l'étranger sur un poste fixe alors que toi, tu n'as même pas de téléphone. Et inversement, tu pouvais avoir une ligne sur Skype. Donc tu peux avoir acheter un numéro et te faire appeler par n'importe qui sur Skype et avoir un numéro. Ça se faisait beaucoup à l'époque, d'avoir un business dans un autre pays et de pouvoir se faire appeler sur le numéro du business alors que tu étais en Belgique ou ailleurs, bien avant tout ce qui se faisait en SIP, qui maintenant rend le truc beaucoup plus facile avec des serveurs astérisques. Ils n'ont jamais pu être considérés comme étant un opérateur télécom, quelque part, parce que il y a vraiment un problème avec leur système, c'est que tu ne peux pas appeler un numéro d'urgence gratuitement avec Skype. Ce qui doit être le cas pour être considéré comme étant enfin, pour répondre aux normes d'opérateurs télécom classiques, entre guillemets. Donc peut-être que ça joue aussi en leur défaveur, en se positionnant sur un marché qui est celui du télécom, ne pas pouvoir aller à fond, entre guillemets, ne pas pouvoir y aller à 100%, ça pose quand même un petit problème. Non, en fait, tous ces outils existaient quand Microsoft a racheté Skype. Hein. Ça n'a pas été développé après. Donc tous ces trucs existaient. Microsoft a plus rien développé là-dessus à part son intégration vers leurs outils. Ils ont retravaillé les interfaces, ils ont amélioré des trucs, mais grosso modo, il n'y a plus rien qui est arrivé. Il y avait quelques hardware, mais très très peu qui existaient à l'époque avec Skype. Et c'était un de mes espoirs à l'époque, c'est qu'effectivement on puisse avoir des hardware faciles à utiliser pour faire des appels vers des gens qui n'ont pas un accès à la technologie facile. Et il a fallu 10 ans pour avoir des appareils comme ça. Et c'est qui le sort? C'est Facebook avec du Portal, c'est Google avec du Google Home, c'est Amazon avec de l'Alexa, et Skype là-dedans, il est nulle part. Donc ils ont tout raté. Au niveau professionnel et en particulier au niveau broadcast, ils ont sorti il y a quelques années maintenant une solution en partenariat avec 3 grands fabricants de matériel audiovisuel professionnel, une solution broadcast, c'est-à-dire une espèce d'ordinateur en gros, rackable que l'on peut mettre dans une salle blanche et qui permet de faire des communications Skype plutôt stables et d'avoir une sortie dans les formats utilisés dans les chaînes de télévision, par exemple en SDI avec les bonnes normes et avec la possibilité de faire des réglages sur la chroma. T'as une très belle chroma, Sébastien. Sur la chroma, sur la gestion des retours, de l'intercom et des choses comme ça, mais pas beaucoup de personnes se sont penchées sur cette idée-là. Et l'autre particularité que Skype a intégrée, mais un petit peu pas vraiment, enfin ils en ont pas fait la publicité en tout cas, je suis tombé un peu dessus par hasard, c'est qu'ils ont intégré le protocole NDI dont j'avais parlé dans le hors-série consacré au choix du setup ici pour enregistrer les technos, qui est un protocole de communication vidéo dans un réseau interne, donc en tout numérique. Et donc là, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas le cas, mais ce que nous faisons de temps en temps, quand on a une communication via Skype avec, par exemple, Thierry ou Aurélien, eh bien, c'est le protocole NDI qui est utilisé, donc il n'y a plus de câble vidéo entre l'ordinateur qui s'occupe de Skype et le mélangeur, tout se passe à l'intérieur du réseau. Donc il y a des petites choses comme ça, c'est ça je voulais en venir, il y a des petites choses qui s'imbriquent, entre guillemets, dans Skype, il y a des bonnes idées, mais elles ne sont pas mises en avant, on a l'impression qu'ils n'ont pas envie qu'on s'en serve, et des mises à jour. Et par contre, des mises à jour, il y en a à peu près toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine sur Skype. C'est vraiment très particulier, cette façon. Enfin, il y a à la fois un problème, c'est pas un problème technique, c'est un problème marketing aujourd'hui, j'ai l'impression, non? Oui. Il y a un problème de visionnaire. Je ne sais pas s'il en reste un qui gère Skype. Oui, de temps en temps, on peut se poser cette question, parce que la concurrence va être de plus en plus rude. Et à la faveur de ce qui se passe ici, en l'occurrence, effectivement, il va y avoir des choix techniques qui vont être faits à un moment donné, par pas mal de gens. Et ça va faire bouger des lignes. On passe à la suite ? Vous allez voir, on va rester dans le... Bah oui, Z, la lettre Z comme Zoom, qui est l'application à la mode pour le moment, mais ça peut peut-être changer, ça aussi, Sébastien. Oui, et donc Zoom, c'est fortement utilisé pour le moment, et pourtant, il y a un petit article qui était publié il y a 2 jours sur TechCrunch qui dit, ouais, ok,
vous l'utilisez, c'est parce que pour le moment vous n'avez pas tellement de choix, mais faites gaffe, peut-être que les gars derrière Zoom, ils sont pas aussi sympathiques que ce qu'on pourrait croire. Hein. Donc l'éthique n'est pas forcément la première de leur qualité. Alors je vais citer 2-3 exemples. Hein. D'abord, effectivement, quand tu l'installes sur un Mac, voilà, t'as un petit soft à installer. Pas toujours obligé, mais t'as un petit soft à installer, tu l'installes, c'est très bien, tu n'en as plus besoin, tu le désinstalles. Voilà. Oui, mais il désinstalle tout sauf un petit serveur web qui l'installe. Hein, parce qu'il se dit, on va te mettre un petit serveur. Comme ça, grâce à ce petit serveur, n'importe qui sur le réseau peut aller sur ce petit serveur, activer ta webcam sans que tu saches quoi que ce soit et regarder ce que tu fais. Et voilà, ni vu ni connu. Donc voilà, Apple a dû intervenir pour déployer un truc pour dézinguer tout ça sur tous les Macs parce que il dit bon, faut arrêter de déconner les gars. Déjà, ça c'est sympa, hein, première petite fonctionnalité. Deuxième petite fonctionnalité, il y en a quelques-unes. Hein. Zoom, ils se disent, bah oui, quand tu te connectes, quand tu fais des conférences, ils se disent, on va envoyer les informations à Facebook. Pourquoi ? Parce que comme ça, on envoie. T'as pas de compte Facebook, c'est pas grave, on va envoyer les infos à Facebook sur les statistiques de ce que tu fais comme appel. Alors après, ça a gueulé un peu, ils se sont dit, bon, ok, d'accord, on va enlever le truc. C'est pas grave, ils ont quand même un procès à une class action aux États-Unis parce que personne n'a accepté de donner ces infos à Facebook parce qu'ils faisaient une conférence sur Zoom. Voilà. Sinon, il y a un autre truc qu'ils ont mis qui est sympa aussi, qui est un petit peu décrié, c'est que donc, tu fais une telco et en même temps que tu fais la telco, tous les gens qui sont connectés, tu peux savoir si oui ou non ils sont en train de cliquer en dehors de Zoom, s'ils t'écoutent. Hein, donc tu vois, donc la version tracking. C'est pas, oui, ok, c'est sympa, mais tu vois, c'est pas spécialement le truc. C'est un peu limite, hein, non, quand même. Ouais. Et il y en a encore d'autres. Hein. Il y a tout ce qui est partie légale police. Il y a eu pas mal de demandes qui leur ont été faites. Que d'abord tous les autres publient effectivement, que ce soit Amazon, Microsoft, Google, publient le nombre de requêtes qu'ils ont reçues des autorités pour savoir. Zoom a quand même beaucoup d'utilisateurs, donc on leur demande une certaine transparence. Non, non, pas encore maintenant, pas de transparence pour le moment. Et je vous les fais pas toutes, il y en a encore d'autres, allez voir l'article. Il y en a encore un autre petit problème, c'est que tout ce qui est communication, c'est un petit peu comme l'OpenWRT. Le cryptage, ils connaissent pas. Hein, donc tout ça est très libre. Donc, ils parlent de cryptage, mais c'est un cryptage à la mode Zoom. C'est un truc un peu étrange, d'après ce que j'ai compris en tout cas. Mais il y a eu, pour être de bon compte aussi, faut être très clair, c'est que là, c'est une news, c'est pas la seule qui parle de cette problématique. Depuis lors, moi j'en ai vu encore passer aujourd'hui, mais je les ai pas relevés. J'aurais dû, c'est une erreur. C'est que Zoom a répondu aussi et on fait amende honorable sur un certain nombre de points, en disant qu'ils allaient beaucoup mieux communiquer, qu'ils lancent même un webinar hebdomadaire pour expliquer ce qu'ils comptent faire et dans quel ordre ils vont faire les choses. Donc si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver des articles qui vont aussi aller dans le sens de Zoom, quelque part, ou qui vont donner des explications. Il faut être de bon côté. Oui et non, je suis désolé, je suis pas d'accord. À partir du moment où une voix décide... C'est peu pour empêcher les gens de s'informer. Mais à partir du moment où dans une boîte, tu décides de prendre une décision de balancer les datas, par exemple, à Facebook sans problème. Ou à mettre dans tes conditions d'utilisation que, en fait, quel que soit ton meeting, on va stocker chez eux toute la vidéo, le transcript, les notes qui sont publiées. Pourquoi ? Pour l'analyser, pour te balancer de la pub. Quand tu lis tout ça, quand tu acceptes tout ça, ok, qu'il fasse amende honorable, mais ça te donne l'état d'esprit de la société. Oui, bien sûr. Est-ce que ces problèmes sont typiquement lié à la version gratuite de Zoom, ou est-ce que c'est également le cas sur les versions qui sont payantes, les versions entreprises ? Je pense qu'ils ont un tarif à partir de 20, je ne sais plus, j'ai peur de dire une bêtise. Normalement, la version gratuite est limitée en durée de communication, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est 40 minutes en groupe, c'est beaucoup plus de personne à personne, et puis après il y a un tarif, je pense, à partir de 14 € par mois, mais j'ai peur de dire des bêtises, pour des communications en groupe, des conférences en gros, allant jusqu'à 100 personnes, je pense, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Est-ce que cette problématique impacte aussi ceux qui payent ?
La publicité, je peux pas te répondre sur tout. La publicité, j'ose espérer que non. Pour le reste, c'est les mêmes clients, c'est les mêmes protocoles, c'est les mêmes trucs. Donc oui, fondamentalement. Voilà, j'ai ma réponse. Non, mais c'est parce que, voilà, on dit souvent, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein, c'est un truc, c'est devenu un petit peu une rengaine, mais il faut de temps en temps la justifier. Et là, en l'occurrence, sur un produit gratuit, alors ça reste quelque chose de très, très discutable, hein, ça c'est clair. Mais voilà, le fait qu'il soit pris comme ça pourrait être expliqué par ça, parce que c'est gratuit. Mais c'est pas une très très bonne explication, on est bien d'accord. Mais alors tu fais du mining de crypto. Par exemple, c'est voilà. Mais c'est dingue le nombre de gens qui se sont jetés qui utilisent Zoom. Il y en a d'autres aussi. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a beaucoup cherché nous ici au Techno. On a commencé avec Skype pour faire nos enregistrements et ça fonctionnait plutôt pas mal. On est passé à un protocole qui est proche de celui du WebRTC, qui est intégré à l'application qu'on utilise pour enregistrer, donc vMix, et qu'ils ont appelé vMix Call, mais c'est du WebRTC qui se trouve derrière et qui fonctionne plutôt pas mal, comme vous pouvez en témoigner. Mais on a réintroduit il n'y a pas tellement longtemps du Skype aussi pour être le plus ouvert et le plus disponible possible, enfin de manière efficace, on va dire, parce que de temps en temps, il faut bien le reconnaître, Skype arrive à passer là où d'autres ne passent pas. Bizarrement, en tout cas, on peut se comprendre, on peut se voir, on peut se parler, alors que pour certains autres, c'est marche ou ça marche pas, quoi. C'est tout ou rien. Skype semble plus généreux de ce côté-là. Et par rapport aux griefs qui sont portés à l'encontre de Zoom, c'est le genre de choses qu'on n'a jamais eu vraiment avec Skype. On n'a pas pu leur reprocher ce genre d'écart, j'ai l'impression. Il y avait de la pub à l'époque sur Skype. Pas que je me souvienne. Mais... Ils ont discuté, ça s'est discuté à un moment donné où ils allaient interrompre les communications gratuites par de la publicité. Mais ça ne s'est jamais fait. Il y en avait sur le client. Oui. Il y avait de la pub sur le client en bas ou en haut du truc. Il y avait une pub qui passait. Possible, mais c'est tout, franchement. Ouais. Mais non, c'est tout ce qu'il y avait. À la décharge Zoom, je pense pas qu'il y ait de volonté de nuire. De nouveau, c'est Sébastien Bisounours ou Sébastien un peu naïf qui est de volonté de nuire. On reconnaît là un produit développé probablement en mode start-up, couteau entre les dents, il faut avancer. Il y a un développeur qui fait ça, il y en a un autre qui fait ça, sans avoir nécessairement les chaînes de contrôle ou de vérification sur la qualité du design ou du code. Et maintenant que le produit se retrouve exposé à des dizaines de millions d'utilisateurs, il y a un peu plus de paires d'yeux qui sont orientés vers Zoom, sans jeu de mots de nouveau, puisque a priori on oriente nos yeux vers Zoom quand on l'utilise, et donc ce genre de faille, de brèche ou d'improbable design fait surface. Certains peuvent être fixés, certains peut-être un peu plus difficilement, mais je suis certain qu'ils vont répondre positivement. C'est une société qui est là pour faire du business, donc c'est tout leur intérêt à réagir à ces disclosures et répondre avec des correctifs. Gardons un œil dessus. J'ai envie de dire, ça vaut le coup de s'intéresser à cette technologie, je pense, enfin à cette boîte. Ouais. Alors si je peux, parce que j'aime bien le côté bisounours, mais faut pas déconner non plus. La boîte, ils ont quand même 2000 employés, donc pour être une start-up, ça fait quand même déjà une grosse start-up. C'est une boîte qui existe depuis 2011, donc s'ils avaient un problème, il y a moyen de, à un moment, en 10 ans quasi, t'es plus vraiment dans le rush d'avoir sorti un truc couteau entre les dents. T'as 10 ans d'historique. Et c'est pas des idiots non plus, c'est des anciens de chez Cisco et qui travaillaient à Cisco WebEx. Donc c'est pas des imbéciles à la base. Donc voilà. Et ils ont de l'argent. Il y a une feature que tu as notée qui m'interpelle, c'est celle où il traque si c'est pas la fenêtre principale. Donc si tu fais autre chose plutôt que regarder la vidéoconférence, je fais pas mal de webinaires pour le boulot, et c'est une métrique qu'on traque, c'est combien de personnes regardent vraiment, et puis combien de personnes font autre chose en même temps. Donc s'ils ont des clients payants métiers, ça m'étonne pas qu'il y ait ce genre de feature pour des questions de marketing simplement. Oui. Ça, c'est quand même très embêtant d'être fliqué de cette manière-là quand on fait
On dit pas ce que tu fais les réunions, quand la fenêtre Zoom n'est pas devant. Marcel, on a bien compris que tu n'étais pas devant ta caméra, hein, c'est bon. La prochaine fois, tu mettras un pantalon aussi. Non, mais c'est un peu... Bon, chacun jugera, j'ai envie de dire, sur ce genre d'application. À suivre, effectivement, Zoom, ce qui va se passer et comment va se passer la sortie de crise. Mais ça, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde. On verra ça aussi, on va suivre ça ensemble avec nos chroniqueurs chez les technos. N'hésitez pas, hein, si vous avez apprécié ce contenu, à mettre des pouces sur YouTube, des étoiles sur les applications de podcast. On a vu que vous étiez à la maison, tous, que vous vous déplaciez beaucoup moins et que donc, du coup, vous écoutiez beaucoup moins de podcasts. Ne vous inquiétez pas, on sera là quand vous reviendrez. C'est 35% de baisse, hein, les podcasts audio, les amis. C'est quand même assez impressionnant parce que 35% des gens qui écoutent les podcasts le font en voiture, dans les transports publics, au boulot, et quand ils sont chez eux, ils ont un grand écran et donc ils regardent la télé. Voilà, c'est comme ça. J'espère qu'ils regardent aussi les petits écrans, celui de YouTube par exemple. Donc c'est pour ça que je parlais des pouces vers le haut. Merci Sébastien, je dois rajouter un truc. Je peux encore t'en rajouter une parce que je me dis, je relis encore sur Zoom pendant ce temps-là. Oui. Et alors, attends, quand tu crées un compte gratuit, il est totalement interdit au Royaume-Uni, au ministère de la Défense. Et quand tu crées un compte gratuit, il te demande si tu veux identifier tes amis sur Google, pour pouvoir leur envoyer une invitation. Ça, c'est pas les seuls à faire. Hein. C'est pas le seul. Non, mais ce qu'ils font après est intéressant. C'est qu'après, ils disent, si tu veux, une fois que c'est fait, ils te proposent de définitivement supprimer tes contacts de Google, parce qu'ils disent Google, ça sert à rien, il faut pas utiliser leurs outils. Il y a encore plein d'autres trucs comme ça sur Wikipédia. Donc les mecs, franchement, voilà. Donc, vous avez compris que c'est pas demain la veille qu'on va enregistrer nos épisodes avec Zoom. Je pense que je vais affronter certains refus. Je veux pas. Sébastien, l'autre, qui lève le doigt aussi. Non, c'était ça. Non. Il est en train de mettre son doigt dans mon nez. Bon, bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci Sébastien, merci Sébastien. La semaine prochaine, je ne sais pas, je pense que c'est Aurélien et Thierry qui seront parmi nous pour l'épisode 253. N'hésitez pas à commenter, hein, comme je le dis en début d'épisode à chaque fois. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager dans vos réseaux si vous avez apprécié ça, évidemment. Et on se dit donc du coup, pour le coup, à la semaine prochaine pour le prochain épisode. À très bientôt. Salut les gars.